Nous entrepreneurs, des parcours, de l'audace, de l'inspiration. En partenariat avec BGE Picardie, écoutez ceux qui osent et osez à votre tour. Il est 16h sur Happiness Radio dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie, comme d'habitude, de William. Et bonjour à tous. Et notre invité du jour, Charline. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va bien. Très bien, nickel. Alors, comme d'habitude dans l'émission, on a notre petit rituel et l'émission se fait en plusieurs parties. Donc, pour la première partie, on va un peu découvrir notre invité du jour et notamment avec son portrait, elle a judicieusement choisi au hasard quelques cartes qui va nous permettre d'en savoir plus sur sa personnalité et sa vision du monde. Ensuite, on parlera un petit peu de ton activité et du déclic par rapport à ce projet que tu as aujourd'hui. Et je dis ce projet, mais c'est quand même assez riche, donc on y reviendra. Et puis ce qui te passionne là-dedans. Dans la seconde partie de l'émission, on insistera un peu plus sur ton parcours et puis on parlera entrepreneuriat. Dans la troisième partie, on aura notre chronique IMO avec William. Voilà, une nouvelle chronique. De quoi on va parler aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on va parler donc des zones et des stratégies qui vont vous permettre d'investir. Donc où investir en 2026 ? Ok, intéressant. On part sur une nouvelle année, donc de nouveaux conseils, bien évidemment, avec l'évolution, je pense, par rapport à certaines choses. Et dans la dernière partie, bien évidemment, le rituel également, c'est le pitch. Donc, tu auras quelques minutes pour revenir effectivement sur ton activité. Et puis, on va aussi envoyer des bouteilles à la mer. Et puis, de toute façon, l'échange alimentera la dernière partie de l'émission. Et puis, si tu as un appel, je sais pas, une actualité à partager, ça sera aussi le moment. Je sais qu'il y a des choses que tu mets en place ces derniers temps là, mais est-ce que c'est le moment d'en parler ou pas ? On verra bien. Et ben c'est parti Charline, du coup, ce que je te propose c'est de jeter un œil aux deux cartes que tu as choisies et de nous en dire un petit peu plus. Et après on creusera un petit peu le sujet. Alors, sur les deux cartes, il y en a une, c'est si tu avais 1 milliard d'euros pour monter une entreprise qui révolutionne le monde, que ferais-tu ? Moi, si j'avais 1 milliard d'euros, je continuerais mon projet parce que c'est un projet qui se veut humain, tourné vers l'autre, dans une construction dynamique pour aller vers l'avenir, vers un peu l'autosuffisance, mais tourné vers les gens, avec la création d'un écolieu autour du zéro déchet, pour vraiment avoir un point, un lieu de ralliement en fait, pour vraiment s'instruire sur le zéro déchet, se former, se nourrir, se loger et apprendre au sein des autres. Et puis l'idée, ça serait, pourquoi pas, parce qu'1 milliard c'est beaucoup quand même, de pouvoir le développer ailleurs aussi, dans différentes régions. Dupliquer un petit peu le concept. Grosso modo, c'est aussi un lieu de vie pour certaines zones où finalement il y a moins de choses, on va dire, ou c'est vraiment, ça peut être sur n'importe quel type de ville ou village ? Ça peut être sur n'importe quel type parce que finalement le zéro déchet, on en parle beaucoup, mais il n'y a rien qui se fait. Et c'est vraiment un terme. Et quand on veut se lancer dans le zéro déchet, on n'a pas grand-chose, si ce n'est un peu de trucs et astuces sur Internet, mais il faut avoir cette démarche-là, d'aller chercher. Et sur des personnes, suivant les générations, on n'a pas forcément le réflexe d'aller chercher là-bas. Puis on peut être vite noyé aussi par tout ce qu'on trouve effectivement sur Internet, des choses qui peuvent s'annuler, on va dire, contradictoires. Comment bien commencer ? Est-ce que finalement il y a des réflexes aussi qui sont de mauvais réflexes parce qu'on nous dit tiens c'est plus simple de faire comme ça, et puis par ton côté un petit peu ta volonté initiale tu te dis c'est bien, je fais quelque chose qui répond à mon aspiration. Donc, mais il y a vraiment plein de choses et il y a plein de non-sens aussi suivant la vie de chacun. Et nous, on est toujours parti du principe que la théorie du moins pire, tu fais comme tu peux avec tes besoins et tes attentes. Et parce que le zéro déchet, c'est pas toujours facile, parce qu'entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, en fonction du rythme, c'est complètement différent. Et puis on est dans une société de surconsommation, donc on revient très facilement dans ses travers. Et c'est marrant parce que là, je me dis, mais finalement, c'est quoi le zéro déchet ? Le zéro déchet, pour moi, c'est une éthique de vie, aussi bien par sa manière de consommer, sa manière aussi, la consommation, c'est pas seulement s'alimenter, c'est aussi avoir vraiment
typiquement ses meubles à la maison, ça va être s'habiller aussi. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et aussi, quand on parle de consommation, c'est aussi ces consommations auxquelles on ne pense pas. L'eau, notamment. La revalorisation de ces eaux, par exemple. Moi, ça me tenait à cœur parce que c'est un fléau, l'eau. C'est un fléau. Et on en consomme des quantités astronomiques et de l'eau potable qui pourrait servir à plein d'autres choses, quoi, finalement. Là, tu parles de l'être humain qui consomme beaucoup d'eau. Oh, oui. Et il y a toutes les technologies qui et c'est ça, j'allais y venir. ont consommé autant d'eau que l'année dernière que les êtres humains sur la Et Terre. ça, c'est affolant, affolant. Tout ça pour des trucs futiles, finalement. Des recherches dont on n'avait pas besoin avant. Enfin, on en a, bien sûr, ça amène des choses nouvelles. Mais le commun des mortels l'utilise à des fins pas terribles. Gadget. Ouais, c'est ça, gadget, c'est exactement le terme. Yes. Ok, hyper intéressant. On ouvre des portes là, on est déjà dans le vif du sujet. Et donc là, par curiosité, la deuxième carte que tu as sélectionnée. Alors, c'est une carte plutôt visuelle. Ok. Et alors, elle parle beaucoup pour moi parce que c'est à la fois mes couleurs, donc le vert, différentes tonalités de vert. Et elle ressemble beaucoup à mon logo finalement, parce qu'on y retrouve une espèce de feuille, comme la feuille sur mon logo qui représente l'aloe vera. On y retrouve aussi un triangle qui pourrait représenter un petit peu mon habitat. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Et puis ce rond est aussi présent sur mon logo. Alors, chez moi, ça représente un œuf. De manière à développer plein de choses autour de l'éclosion. Oui, parce que on y reviendra tout à l'heure, mais l'œuf, c'est très important dans ton business model. Yes. Alors, je vais juste faire un point sur ces cartes de créativité. Effectivement, donc c'est un jeu que vous pouvez trouver sur Internet ou à Compiègne, du coup à la vitrine rouge de Charlotte Farkas, puisque c'est un jeu qui s'appelle Multicolor. Et donc c'est un outil de créativité et c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à mon logo, vu que c'est Charlotte qui l'a confectionné. Non, bah voilà, le monde est petit. Tout s'explique. Voilà, donc vous pouvez aller voir Rêve de Cloquilco, Charlotte Farkas, soit sur Instagram, soit sur son site internet directement pour retrouver ces éléments-là et puis vous inspirer et l'utiliser au quotidien. Voilà pour le petit moment pause. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous en dire un petit peu plus sur ton activité, même si tu as un petit peu ouvert les portes? Alors, mon activité, elle est très atypique. Elle est tournée autour du zéro déchet et dans un premier temps, c'était la création d'un atelier couture zéro déchet. Donc vraiment de la création, pas de la confection, mais pas des retouches, quoi. Et je partais au départ, c'était de revaloriser un trésor familial, de par d'anciennes blouses de grand-mère qui étaient fabriquées au-dessus de Saint-Quentin et qui étaient vendues par mon père et mon grand-père. Donc c'était des vêtements de travailleurs, c'était des invendus. Donc plutôt que ça dorme indéfiniment, ça faisait déjà un bout de temps que ça dormait. Donc j'ai choisi de revaloriser ces textiles-là avec des créations durables. Ça allait de l'emballage alimentaire, la cire d'abeille, c'était la nôtre parce qu'on avait aussi des ruches, mais aussi du sopalin, enfin des choses qui pour les gens ne parlaient pas forcément, mais quand on parle d'un essuie-tout par exemple, un rouleau de sopalin, pour le fabriquer en temps normal, il faut 1500 litres d'eau. Voilà. Donc les gens sont toujours là. Vous l'avez derrière? Bah oui, mais on n'utilisera jamais autant d'eau que pour le fabriquer. Pareil pour un mouchoir jetable, c'est 100 litres d'eau. Enfin, c'est des choses, c'est des chiffres qu'on n'a pas dans le commun des mortels. Si on ne va pas chercher, non, on s'imagine absolument pas. C'est devenu facile et de jeter finalement. Ouais. Et voilà, il y avait plein, j'ai toujours 22 créations sur ma fabrique. Et puis, j'ai développé au début du Covid. Donc ça a été ça a été un peu porteur pour moi parce que j'ai fait beaucoup de masques. Ça m'a permis de me faire connaître et pendant 6 ans, j'ai fait les foires et les marchés pour vraiment être mobile, finalement pour refaire un petit peu ce qu'avaient fait mes ancêtres, aller au contact des gens et pas attendre qu'ils viennent. Et puis par la suite, j'ai décidé d'auto-construire sur mon terrain une épicerie vrac pour faire venir en fait dans un village de 1700 habitants à Tracy-le-Mont, du bio, du local au maximum quand c'est possible et puis voilà, permettre aux gens d'avoir accès à ça
pour vraiment pas se déplacer à 25 km. Parce que du coup, moi, je suis vraiment au centre. Quand on prend un triangle, on a Compiègne, Noyon, Soissons. Je suis vraiment positionnée au centre. Donc l'épicerie, je l'ai auto-construite toute seule. C'est une épicerie qui fait 35 mètres carrés. Et j'ai à peu près 300 à 400 références de vrac. Donc vraiment pas mal de choses, et dont mes créations. Donc momentanément, je ne fais plus de foire et marché parce que ça me demanderait trop d'investissement en termes de temps et de logistique. Je fais toujours des créations, mais beaucoup moins en nombre. Là, c'est plus la partie épicerie qui est... Elle prend plus de place dans ma vie actuelle. Après, voilà, je prends toujours énormément de plaisir à aller dans mon atelier couture. Ça... Ouais, j'imagine. C'est peut-être une bulle aussi dans ta... Tout à fait. Ça me permet aussi de reprendre contact avec ça, quoi. Trop bien. Nickel. Donc on insistera un petit peu plus sur le déclic, sur le parcours dans la deuxième partie de l'émission. William, du coup je te laisse annoncer le prochain morceau. Oui, donc on va partir avec Easy Escobar, Vendetta. Et ben c'est parti, on se retrouve dans quelques minutes sur Happiness Radio dans l'émission Nos Entrepreneurs et profitez de ce morceau. Nos Entrepreneurs. Des parcours, de l'audace, de l'inspiration. En partenariat avec BGE Picardie, écoutez ceux qui osent et osez à votre tour. Nous sommes de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Et aujourd'hui, nous sommes comme d'habitude... J'ai oublié de baisser le son. Donc nous sommes de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Et aujourd'hui, notre invitée est Charline qui nous a parlé de ses deux activités de création et de l'épicerie. Et bien évidemment, William qui est parmi nous, qui interviendra dans la partie suivante de l'émission. Et donc Charline, on va reparler un petit peu cette fois-ci de ton parcours. Et bon, tu nous as un peu expliqué ton activité sans trop de détails, mais on pourra creuser un peu plus dans la file de discussion. Mais comment ça t'est venu ce déclic et est-ce qu'il y a un côté un peu passion ou autre chose qui a émergé dans ce projet-là ? Alors, le déclic, c'est venu quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Et on s'est dit, tiens, on ferait bien les couches lavables. Bon. Et puis, dès qu'il est né, il s'avère que tout était sur consommation. Et ne serait-ce que le moindre petit plastique de sérum fille, enfin tout. Et en plus, il est né en avance, donc il était trop petit pour les couches lavables, donc il a dû avoir des couches jetables. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait plein de choses à faire. Et ne serait-ce que pour lui, moi j'ai toujours beaucoup cuisiné, donc j'ai toujours transformé des produits bruts, donc je lui faisais ses petits pots, je faisais tout pour lui, vraiment de manière artisanale, quoi. Et puis après, j'ai commencé à tricoter et puis à coudre, parce que c'était aussi une manière à moi de lui faire ses vêtements et d'aller moins sur la consommation de choses qui duraient très peu de temps finalement sur un bébé. Et c'était ce déclic-là, et puis c'est devenu un jeu de vie où très vite on s'est dit habiter dans une maison, ça n'a pas de sens. Pas de sens pour nous en tout cas, de payer pendant X temps un crédit. Et puis mon conjoint à l'époque avait sa maman qui était décédée et on s'est dit payer toute sa vie pour même pas pouvoir en profiter après, c'est pas notre délire. Donc on a eu aussi un décès pendant ma grossesse donc de mon premier enfant, et ce décès-là, c'est le lieu de vie sur lequel je vis actuellement. C'était un ami et j'ai décidé de racheter ce terrain-là pour pouvoir y mettre des yourtes. Et donc un habitat léger, sans empreinte au sol, sans bétonnage, sans tout ça. Et en fait, ça allait très vite. En même pas 6 mois, les yourtes étaient là. Ça a pris 4 jours à être monté. Et après, on s'est dit, le système d'eau, comment on fait ? Donc, on avait la récupération d'eau de pluie, avec toujours aussi quand même l'eau courante au cas où. La fameuse théorie du moins pire. Et puis nos eaux usées, comme on n'avait pas accès au tout à l'égout, on voulait pas faire une fosse septique, donc on a mis de la phytoépuration, donc c'est de la filtration par les plantes. Et tout ça, en fait, au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a des solutions qui existent pour réduire
à la fois nos propres déchets, mais aussi les revaloriser. Donc à la fois par les toilettes sèches, où on revalorise après au potager. Voilà, il y a tout un circuit, une boucle qui se crée. Et c'est presque une logique quand on est dans le cheminement du zéro déchet. Et après, on a tout quitté. Parce qu'à l'époque, on avait une auto-école avec mon conjoint. Et à la naissance de notre deuxième enfant, on a décidé d'arrêter cette activité qui n'était plus du tout dans nos valeurs, finalement. Surtout pour lui, parce que moi, j'étais au bureau, donc ça allait. Mais ça m'a permis d'élever mon fils aussi, vraiment jusqu'à ses 3 ans, jusqu'à l'entrée à l'école, de l'avoir au quotidien. Et de lui faire aussi découvrir le monde d'adulte. Ça en fait un enfant maintenant qui a 12 ans, qui est hyper tourné vers l'adulte et qui est autonome. Donc ça, c'est super. Et puis au deuxième, voilà, on s'est séparés de l'auto-école et on est parti en Ardèche. Et moi, je suis partie travailler dans une filature de laine. Wow. J'ai tout fait pour partir là-bas. L'idée, c'était vraiment de quitter la Picardie. Bon, 8 mois après, on était de retour parce que c'était bien joli sur le papier, mais un peu moins dans le réel. Et moi, je me suis dit, j'avais plus de temps. Moi, c'était la seule fois de ma vie où j'ai été salariée, parce que j'ai toujours été à mon compte. Et j'avais plus de temps pour mes enfants, j'avais plus de temps pour créer. Et là, je me suis dit, c'est un non-sens, quoi. Gagner peanuts pour pas voir ma vie. En tout cas, celle qui se crée à côté de moi et qui végète, finalement la mienne, dans ce petit microcosme. Je voulais vraiment élever mes enfants. Donc, quand on est rentré, j'ai créé l'atelier des comètes, mon atelier couture, qui en plein Covid, du coup. Donc, j'ai création de masques, etc. Ouais, donc en 2019. Et ça m'a permis aussi de pouvoir gérer mes enfants la semaine. Et le week-end, d'après, de reprendre les marchés et de faire découvrir des solutions aux autres. Donc ça, c'était vraiment le cheminement. Et puis l'idée de créer ce lieu dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était vraiment un lieu pour ça. Qui était au début, je l'ai fui quand je suis partie en Ardèche, je l'ai vraiment fui. Et quand je suis revenue, il y avait tout le projet s'est ouvert en fait dans ma tête, quoi. J'ai vu plein de portes qui se sont ouvertes et qui disent mais il faut faire ça. Ouais. Donc bon, alors c'est pas toujours facile, parce que c'est avoir une bonne résilience aussi d'un autre côté. Donc ça va, c'est un peu un cheval de bataille. Mais c'est très chronophage, ça demande de l'investissement physique, moral. Mais du coup, par rapport à ce que tu disais avec ton aventure en Ardèche, là tu dis que c'est très chronophage, ça prend du temps. Mais est-ce que du coup, par rapport à la situation passée, tu arrives à t'y retrouver par rapport à ton temps personnel que tu évoquais tout à l'heure? Je m'y retrouve du fait que je le prends, ce temps. J'arrive... j'ai bientôt 40 ans et ça passe vite, mine de rien, et les enfants grandissent vite et donc je m'octroie ce temps de plus en plus parce que aussi plus on vieillit, plus le corps te le rappelle et je suis quelqu'un qui a du mal à prendre du temps pour soi, donc j'essaye vraiment de me faire violence là-dessus, quoi. Oui, donc tu te dis... faut que j'ai ces temps-là pour moi. C'est ça, et puis pas me dire je perds du temps à prendre du temps pour moi. Ça, c'était vraiment la réflexion. J'ai toujours eu pour moi, rester dans un canapé et rien faire ou lire, c'était, même si on s'instruit, c'était une perte de temps parce que je voyais tout le monde bouger autour, là, tout ce qu'il y avait à faire. C'est un petit peu la charge mentale de tout ce qu'il y a à faire. Et, mais j'arrive maintenant à un peu plus relativiser là-dessus. Ok, c'est intéressant. Parce que en fait c'est ce que t'as évoqué ça et puis du coup on se dit mais comment tu fais maintenant au quotidien parce que finalement t'as plein de casquettes à gérer au vu des différentes activités en plus et t'as fait ce choix pour avoir du temps pour ta famille, donc du coup tu vois de prime abord on se dit tiens il y a un paradoxe et tout. Il y a un paradoxe, c'est sûr, hein. Non, j'arrive quand même à avoir du temps, puis le fait de plus faire les foires et marchés les week-ends, déjà ça me permet d'être avec mes enfants. C'est pareil au niveau de mes horaires d'ouverture, j'ai choisi de pas travailler le mercredi après-midi ni le samedi après-midi pour être avec eux en fait. Et les gens comprennent assez facilement. Souvent ils disent t'es pas beaucoup ouverte. Oui, mais je suis toute seule à tout gérer. Ouais. Donc,
Et il n'y a pas que être derrière le comptoir et servir les gens, en fait, quand on tient une épicerie. Il y a tout ce qu'il y a derrière, et comme c'est du local, moi, je vais chercher chez les producteurs. C'est vraiment le besoin que j'ai d'aller à la rencontre des autres, quoi. Oui, c'est comme l'activité un petit peu d'aller chiner, finalement, le producteur. Ouais. Ça, moi j'adore ça parce que ça permet vraiment de créer un lien, un contact et de savoir de quoi on parle. Parce que, en fait, moi, mes produits, je les vis, quoi. T'as un exemple là de choix de producteur comme ça que t'as dans l'épicerie où là t'as eu un vrai coup de cœur et il y a un truc à raconter, quoi. Ah ouais, j'ai eu un vrai coup de cœur avec Sylvain. Sylvain, en fait, il est basé à Lyon et il a récupéré les oliveraies de son grand-père. Alors qu'ils ne sont pas en France, qu'ils sont au nord du Portugal. Mais il a choisi de revaloriser ces oliveraies à méthode ancestrale. Donc ça en fait une manière de travailler l'olive qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude. Même l'olive de dégustation, finalement, ça devient un bonbon parce que c'est confit dans l'huile. Enfin, c'est assez... moi, je sais que mes clients adorent ces olives et je regrette absolument pas de travailler avec lui. Et c'est quelqu'un qui est très ouvert. J'ai eu de grandes discussions avec lui pour aussi revaloriser d'autres cultures au sein du côté français pour faire d'autres choses autour de l'huile et des olives, quoi. Donc non, ça c'est un vrai coup de cœur. Et puis non, il y a d'autres fournisseurs. Je pense à Sunshine qui est basé à Morlaix en Bretagne, qui travaille en fait qui fait du chocolat. Du très bon chocolat et qui travaille en fait à Madagascar. Ils ont mis en place le premier four, torréfacteur solaire pour torréfier sur place et pour permettre aux producteurs d'être mieux rémunérés parce que le chocolat c'est comme le café, hein. Les producteurs sont vraiment laissés derrière, quoi. Donc non, ça c'est un vrai succès. Ok, donc là, effectivement, c'est aussi dans le choix des producteurs, finalement, c'est le processus et la manière dont l'impact qu'ils peuvent avoir, si j'utilise ce terme un peu galvaudé, mais dans ce côté où il y a du sens dans leur démarche. Il y a du sens, il y a de l'éthique. Ouais. Moi, c'est très important parce qu'en étant moi-même artisane, je me verrais pas acheter quelque chose fabriqué à l'autre bout du monde, quoi. C'était un peu l'idée du départ quand j'ai créé l'atelier des comètes, c'était de montrer qu'il y avait des choses qui pouvaient se faire hyper facilement et qui soient durables et qu'on n'était pas obligé de faire travailler les petits-enfants à l'autre bout du monde, quoi. Ouais. Malheureusement, c'est toujours un peu le problème. Et puis, tu as aussi des produits un peu plus à proximité. Ouais, à proximité, je vais avoir le pain de la pierre qui tourne, qui est basé à Courloisy, mais aussi les biscuits, que je vends en vrac. Je vais avoir du café de torréfaction locale, du miel, des tisanes. Vraiment, j'ai essayé de faire tourner aussi les copains que j'avais rencontrés au fil des années sur les foires et marchés. De la bière aussi, qui est faite à Folembray. Du jus de pomme. Ce producteur, je l'ai rencontré, j'étais enceinte de mon premier enfant. Je suis allée récolter des pommes enceintes et c'était vraiment un gros coup de cœur. Donc, c'est des personnes avec qui ça dure dans le temps aussi, quoi. Il y a une relation qui s'instaure, une confiance. Et puis, toi, tu connais leur manière de travailler. Tu as plus de facilité à recommander leurs produits. Ouais. Puis je connais toute leur démarche derrière. Là, je commence à faire rentrer un peu de fruits et légumes aussi au sein de l'épicerie pour amener aussi d'autres produits et me diversifier. Et là, je travaille du coup avec les jardins d'Annick à Vendée-les-Cours. J'essaierai de travailler plus proche de l'épicerie à la belle saison parce que forcément en Picardie en hiver, voilà, par des oignons, des poireaux et des carottes. C'est moins riche. Ah c'est différent, il y a des produits phares et puis d'autres qui sont pas dans le coin, quoi. Mais c'est pareil, ça permet aux gens aussi de se rendre compte qu'il y a des saisons. Oui. Et justement, mon producteur me disait que la semaine dernière, il y avait des Parisiens qui lui avaient réclamé des poivrons et des aubergines. Donc il a dit, oui, mais c'est pas du tout la saison. Donc, grand classique de la tomate, quoi. Ouais, voilà. Et ce qu'on voit en supermarché, c'est pas ce qu'il y a dans les champs. Exact. Oui, donc ça te permet aussi de faire de la pédagogie. Ouais, beaucoup de pédagogie. Et avec l'atelier des comètes, j'en faisais encore plus parce que je faisais des ateliers autour du zéro déchet. J'en fais toujours, à la fois dans les écoles, dans les entreprises. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans les entreprises, ça touche tout corps de métier.
Et ça leur permet aussi de se remettre aussi en question par rapport à leurs propres déchets, à réaliser certaines choses. Et je fais aussi dans les associations, lors d'événements, on fait des ateliers. Voilà. Oui, il y a du boulot. On fabrique quelque chose. Il y a du boulot. Ok, super. On reviendra sur tes apprentissages dans la dernière partie. Je pense que ça sera intéressant de l'aborder à ce moment-là. Et sur ce projet, est-ce que tu as été un petit peu appuyé Est-ce que tu l'as fait seul Est-ce qu'aujourd'hui aussi tu es accompagné sur le développement de ce projet, etc. etc. Alors, sur le projet, si j'ai été appuyée, vaste sujet, c'est pas facile à l'heure actuelle de développer une activité telle que la mienne dans un village. Parce qu'il faut réussir à avoir le soutien à la fois des habitants et le soutien de la commune. Que t'étais pas du... En fait, ça fait 15 ans que j'habite à Tracy-le-Mont. Okay. Moi, je suis originaire de Compiègne. Mais voilà, c'est pas facile quand on n'est pas natif sur un village comme ça. Après, j'ai eu le soutien de ma communauté de communes des Lisières de l'Oise très fortement et je l'ai toujours. Ils me font travailler pour faire justement de la revalorisation pour, par exemple, de bâches publicitaires. Donc là où, par exemple, cette année, j'ai fabriqué des pochettes de bus pour les collégiens, pour l'entrée au collège. Et ça, c'est super, ça me permet de faire des choses qui ont du sens et qui touchent aussi d'autres personnes qui ne viendraient pas forcément vers moi. Et puis j'ai le soutien de ma famille très fortement. Voilà. Des banques, pas vraiment. Des banques, pas vraiment, c'est pas non, trop leur pas du tout même. J'ai essuyé à peu près 8 refus. Ah oui. C'est ça qui est assez compliqué quand on va présenter un projet tel que le mien et qu'on ressort avec un projet éthique, écologique dans un village. Non merci. Ça parle pas. Non, parce que ça génère pas assez de chiffres pour eux. Donc c'est pas intéressant. Donc là-dessus, finalement, je suis très contente. Ça n'appartient pas à une banque. C'est ma petite victoire. Et puis j'ai pas d'emprunt. Donc ça c'est un peu ma force. À la fois d'avoir créé chez moi pour pas avoir de loyer, parce que quand on est une épicerie vrac, c'est très compliqué. De pouvoir générer assez de chiffres déjà pour vivre, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais bon, on tient bon. Mais de ne pas avoir de loyer, de pouvoir être sur le lieu, ça me permet aussi de pouvoir gérer ce lieu en même temps, en parallèle, quand j'ai personne à l'épicerie, et de pouvoir aussi être à l'atelier. Oui, parce que l'épicerie, tu l'as lancée il n'y a pas si longtemps. Ça fait 1 an et demi. Oui, voilà, c'est récent. Ouais. Donc ça... Faut que ça prenne. Faut que ça prenne, que tu te fasses connaître aussi auprès des villages à proximité des habitants. Et du coup, le plus compliqué chez moi, c'est de venir. Mais une fois qu'on y vient, on y revient. Oui, il y a un déclic, je pense, quand on arrive la première fois et puis quand... Ouais, et puis on s'imagine pas avoir autant de choses. Parce que le vrac, ça parle pas trop aux gens finalement. Ça parle pour... Il n'y a pas que des noix et du riz et des pâtes. Il y a vraiment plein de types de produits. Et, ça va du savon aux fruits secs, aux céréales, à la bière, même aussi... moi, je vends de la moutarde en vrac, en local. Elle va nous ouvrir la petite. Ok, alors merci du coup Charline, on parlera de tout ça dans la 4e partie. William, je te laisse introduire le morceau suivant. Oui, donc c'est Paul Brenner et Stromae avec Que ce soit clair. Yes, et juste avant, on aura une petite page de publicité. Et nous sommes de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie, dans la 3e partie de l'émission. Et cette fois-ci, c'est le moment de la chronique IMO de William. C'est parti. Hello à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle année, donc 2026. Après avoir vu les notions liées à l'investissement immobilier et le financement, aujourd'hui, on va voir où investir en 2026. Effectivement, le marché immobilier a beaucoup changé. Les taux également donc, ont évolué. Il y a certains prix qui sont corrigés, mais la demande locative, elle reste forte et extrêmement importante sur certaines villes. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui et que tout le monde se pose, c'est où investir en 2026 pour sécuriser son argent, générer du rendement et préparer l'avenir. Donc on va commencer par le contexte immobilier donc en ce début d'année 2026 avec 3 grandes réalités, donc notamment au niveau du logement. Effectivement, donc il y a un manque de logements dans toute la France. Dans les villes dynamiques,
il y a toujours plus de locataires que de biens qui sont disponibles. Justement, tout à l'heure, on parlait des banques. Les banques sont toujours prêtes à prêter pour des personnes qui souhaitent donc investir, mais il faut que ce soit des bons projets. Il faut que ce soit des projets rentables. Il faut présenter le projet de façon structurée et cohérente pour que la banque puisse suivre. Et le dernier point, c'est que les investisseurs, ils raisonnent désormais en rendement net et plus en spéculation ou en se disant que le bien va prendre de la valeur. On n'achète plus en espérant une hausse des prix, mais vraiment avec un encaissement des loyers solide et structuré pour préparer son avenir. Également, dans ce contexte immobilier, on a pu voir qu'en ce début d'année, le calcul du DPE, donc du diagnostic de performance énergétique, a évolué de la bonne façon pour les logements qui sont donc équipés d'électricité. Donc ça permet d'avoir des logements qui étaient en G auparavant, d'évoluer en F ou en E, donc c'est-à-dire des bonnes notes pour pouvoir louer, puisque actuellement on peut plus louer en G. En F, ça sera à partir de 2028. Donc grâce à ce nouveau calcul, on pourra davantage louer plus d'appartements, et c'est pour ça qu'il y aura plus d'appartements mis à disposition pour louer. Donc c'est vrai que 2026, ça reste quand même, malgré tout, une année d'opportunité pour ceux qui savent où investir et où regarder. Donc concernant les zones qui tirent leur épingle du jeu, c'est notamment les villes moyennes dynamiques, donc entre 50 à 150 000 habitants. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des villes où on va se positionner, puisque les prix sont encore accessibles, il y a une forte demande locative, il y a une bonne qualité de vie. Également, il y a de la présence d'étudiants, d'hôpitaux et un bassin d'emploi qui est riche et qui permet justement de faire venir les personnes et les locataires. On pense par exemple à des villes comme Metz, Brest, Saint-Étienne, on en parle aussi souvent, Perpignan. Il y a après notamment Angers, Reims, Béziers. Voilà, il y a plein de villes comme ça où il y a encore beaucoup d'opportunités pour les investisseurs. Après, bien sûr, il faut faire attention dans quel secteur on va investir, dans quel quartier, notamment à Perpignan, par exemple, ou Saint-Étienne. Là, j'ai cité cette ville-là, mais pour moi, c'est une ville qui est quand même plutôt bouchée au niveau de la stratégie de la colocation ou dans d'autres stratégies, puisque tous les investisseurs vont aller sur ce genre de ville, puisque le prix au mètre carré est plutôt intéressant. Mais malgré ça, ces villes-là restent attractives avec un rendement entre 5 à 8%, une bonne tension locative et une revalorisation progressive. Donc ce sont des marchés qui sont idéaux pour la location meublée, la colocation ou l'achat de petits immeubles. Après, concernant des villes qui sont proches des grandes métropoles, donc c'est vrai qu'avec le télétravail, surtout depuis le Covid, il y a beaucoup de ménages qui acceptent de vivre à 30 ou 45 minutes d'une grande ville. Par exemple, autour de Paris, on peut trouver Orléans, Chartres, Meaux, Compiègne également. Ou autour de Lille, ça peut être Douai, Valenciennes. Autour de Toulouse, ça peut être Montauban, Albi. Toutes ces villes-là peuvent proposer des prix au mètre carré plus bas, avec des loyers stables, et malgré tout une forte demande locative. Donc c'est vrai que ça reste un excellent compromis entre la sécurité et le rendement en tant qu'investisseur. Au niveau des zones touristiques, c'est aussi important de se positionner dans ces villes-là, puisqu'en 2026, on sait qu'il y a beaucoup de locations courte durée qui performent. Donc il faut faire attention par contre à la réglementation. Il faut que ça soit clair et que la ville indique clairement le nombre de jours justement alloués pour la location courte durée. Il faut que la demande reste constante toute l'année et il faut que le prix d'achat reste aussi cohérent. Donc des villes comme Annecy, La Rochelle, Biarritz ou Bayonne, donc c'est certaines stations alpines et thermales. Là, on sait que la location courte durée peut être très attractif, mais mon conseil, il faut faire attention à ce type d'investissement parce qu'il est calculé exclusivement sur un flux de personnes, donc ça reste des revenus instables, et si vous souhaitez défendre un projet auprès de la banque, elle va pas forcément valoriser cette stratégie de location courte durée, mais elle va plutôt valoriser des stratégies comme la location meublée, la location nue, avec un revenu sécurisé tous les mois. Ça va rassurer la banque
Donc le point suivant, c'est là où il faut être plus prudent en 2026. Il faut faire attention aux hypercentres des grandes métropoles, parce que les prix sont élevés, les rendements sont faibles, et la réglementation est plus lourde. Les zones sans bassin d'emploi ou ni université, donc il y a une faible demande locative, il y a de la vacance possible, et la revente, elle sera plus difficile. Les types de biens qui peuvent être très intéressants en 2026, donc c'est pas seulement des villes qui ont beaucoup d'habitants, ça peut être aussi des petits villages, 5-6 000 habitants, ça c'est tout à fait possible d'investir dans ce genre de ville, et surtout donc avec des biens type T2, donc avec une chambre, ou T3 avec 2 chambres, des biens meublés, la colocation, donc dans des zones étudiantes, des petits immeubles de rapport, comme je dis tout à l'heure, mais également des biens qui sont rénovés avec une bonne performance énergétique. Donc le mieux, c'est de louer un bien, on va dire minimum actuellement à E jusqu'à D. D, ce qui est une des bonnes notes. Après, bien sûr, il y a A, B au-dessus. Donc ces logements-là, c'est vrai qu'ils sont très, très demandés. Au niveau des notions clés justement de 2026, aujourd'hui on ne parle plus de rendement brut, mais de cash flow mensuel, de rendement net après impôt et de capacité d'autofinancement qui peuvent sécuriser justement l'investissement. Et un investissement qui reste intéressant en 2026, c'est un bien qui se loue facilement, qui s'autofinance en grande partie, qui protège contre l'inflation, puisque effectivement si on investit même en tant qu'entrepreneur, on sait que c'est difficile d'avoir des crédits comme t'en parlais tout à l'heure Charline, avec quelques bilans, si la banque elle est rassurée et elle voit que l'investissement rapporte entre 7 et 8%, ça reste intéressant puisqu'on est au-dessus de l'inflation, donc malgré le fait qu'on puisse commencer, se lancer dans un business, c'est vrai que si on a déjà 2-3 bilans en tant qu'entrepreneur, on peut aller chercher un financement. Ça, c'était la chronique de la dernière fois. Et aussi, on peut préparer un patrimoine qui est solide pour préparer aussi sa retraite, puisque ça, c'est un autre sujet. Mais la retraite, pour nous, ça va être compliqué dans les années à venir. Donc, pour moi, c'est vrai que ça reste toujours intéressant d'investir. Il faut bien faire l'étude de marché, il faut bien regarder s'il y a une bonne tension locative. Vous avez des sites pour vous permettre de faire votre étude de marché. Et je voudrais donc rajouter qu'en 2026, investir ne consiste plus à acheter n'importe où en espérant que le marché monte. Il faut investir, il faut analyser, comparer, structurer et surtout choisir une ville et une stratégie qui sont adaptées à votre profil. Si vous avez plutôt un profil qui est prudent, vous allez vous orienter vers une ville type Paris ou Amiens, vraiment les grosses villes où vous allez être sûr de pouvoir louer facilement. Il y aura peut-être moins de dégradation, moins de vacances locatives, alors que si vous avez un profil un peu plus risqué, qui veut vraiment du rendement, là vous allez vous orienter vers une ville peut-être avec moins d'habitation, avec un prix au mètre carré qui est plus intéressant, mais par contre peut-être plus de risques de vacances locatives, plus de risques d'impayés, plus de risques de dégradation. Voilà, ça c'est vraiment en fonction de votre profil que vous pourrez après aller dans ce genre de biens d'investissement. Moi j'ai accompagné une personne justement qui avait un profil plutôt prudent. Donc on s'est orienté sur une ville comme Amiens ou Nevers qui lui permet justement de sécuriser son investissement, même si c'est une ville qui est loin de chez lui, il est à 700 km, il peut gérer son investissement. Je lui ai donné les outils qui lui permettent justement que ça se passe bien. Et donc là, il n'a pas de vacances locatives, ce bien s'est loué très rapidement, mais voilà, ça correspondait vraiment à son profil et à ses appétences. Donc pour résumer, en 2026, les opportunités elles se trouvent dans les villes moyennes dynamiques, de façon générale. Après, comme j'ai dit, c'est possible d'aller sur des petites villes, mais ça dépend de votre appétence au risque. Des zones bien connectées aux métropoles et donc les marchés où la demande locative est structurellement forte. Donc le secret, ce n'est pas de faire comme tout le monde, mais d'avoir une stratégie claire, précise, adaptée à votre profil. Donc, savoir où investir, donc c'est une des étapes donc, dans les bases de l'investissement immobilier, qui est notre fil conducteur depuis le début de cette chronique. Donc ça c'est une chose, mais ensuite il faut se poser une question importante qui est quelle stratégie à avoir pour transformer donc, le bien en véritable source de revenus. Donc ça sera dans le prochain
épisodes et chroniques d'ImoWise avec toutes les stratégies qui sont possibles d'avoir pour optimiser, on va dire, la source de revenus du bien. Donc si vous aussi vous demandez où placer votre argent intelligemment en 2026, quelle ville viser, quelle stratégie adopter et comment sécuriser un projet rentable, ne restez pas seul face à ces questions parce que des erreurs peuvent vite vous coûter très cher puisque l'investissement immobilier, ça se prépare, ça se structure, et ça se sécurise sur du long terme. Donc je vous propose d'en parler ensemble et de construire une stratégie adaptée à votre situation, à vos objectifs, à votre profil et surtout à votre capacité d'investissement. Donc je tiens aussi un compte sur Instagram, donc c'est ImoWise Consulting, I2MOWISE plus loin Consulting, où justement je propose donc des publications avec des astuces concrètes de comment préparer l'année 2026. Je donne des astuces sur comment gérer des locataires, voilà, tout ce qui concerne l'investissement immobilier. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur LinkedIn également, et vous pouvez me contacter pour qu'on puisse échanger et prendre rendez-vous pour qu'on puisse parler de votre situation et peut-être de vos projets futurs d'investissement immobilier, ou si là vous êtes en recherche mais vous savez pas comment faire, vous êtes un peu perdu dans tout ce qu'on vous raconte, dans ce que vous voyez sur Internet ou sur les vidéos YouTube, peut-être des personnes qui vous vendent un peu de rêve. Moi je peux vous aider à en tout cas structurer vos idées et pouvoir après avancer un peu plus par la suite. Merci beaucoup William. Je te laisse annoncer du coup le morceau. Oui, donc là on va partir avec Kungs Galaxy. Merci beaucoup, à tout de suite dans l'émission Nos Entrepreneurs sur Happiness Radio. Nous sommes de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs sur Happiness Radio, dans la dernière partie de l'émission. Comme on l'a évoqué pour ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous rejoignent maintenant, on est en compagnie de Charline qui va cette fois-ci, donc comme ça j'en dis pas plus, c'est bien, ça me fait moins de boulot, qui va nous pitcher son activité et ensuite on continuera dans l'échange par rapport à des petits éléments qu'on souhaiterait vous partager avant la fin de l'émission. C'est parti Charline. Alors, mon activité, donc c'est une épicerie Eurac qui s'appelle Du Local dans le Bocal, basée à Tracy-le-Mont. C'est une épicerie où on peut y retrouver 400 références de vrac, aussi bien dans des crèmes, dans du chocolat, dans des huiles, dans des produits ménagers aussi qui sont fabriqués à Reims, donc vraiment tout à côté. Ça va être aussi mes créations via l'atelier des comètes, créations textiles de revalorisation sur le zéro déchet. Et puis ça va être aussi pas mal de choses en local, aussi bien du saucisson, des bières, vraiment la vie quoi. Tout ce qui va être biscuits, pain, café, voilà. L'idée c'était vraiment de réunir au maximum des producteurs locaux sur un tout petit espace de 32 mètres carrés, mais dans lequel on peut retrouver vraiment beaucoup de choses. Pas besoin de venir avec ses bocaux, il y en a à disposition gratuitement dans l'espace. Après, si on a envie de venir avec ses bocaux, on peut, sans problème. C'est moi qui fais le service, question d'hygiène et aussi de manière à ce qu'on puisse être sûr de la tare de son bocal. Et que tout le monde s'y retrouve. Puis c'est un vrai service, un vrai échange humain. Moi, je mets vraiment un point d'honneur là-dessus parce que c'est une vraie richesse que de pouvoir échanger avec ses clients. Et voilà, quand on vient à l'épicerie, on devient vite copains. Il y a un lien qui se crée, quoi. Ouais, vraiment, vraiment. Moi, c'est vraiment ce que j'aime dans la vie, c'est le lien humain, quoi. Pour moi, à la fois le respect de l'être humain et de son environnement, c'est vraiment mon cheval de bataille, quoi. J'ai besoin d'avoir ça parce qu'en plus, moi, je travaille toujours toute seule, donc j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi. Venez pas me que voir. des enfants. Voilà. Oui, puis ça fait partie du projet initial que tu évoquais. Puisque... Ouais. Le projet initial que j'essaye de développer toujours, c'est cet écolieu zéro déchet. Et vraiment, pour le pousser jusqu'au bout, il y aurait un potager en permaculture. Il y a déjà les poules et les canards sur le lieu. Mais vraiment un potager partagé, parce que faire ça toute seule, ça n'a pas de sens. Et aussi la création d'un
d'un labo de transformation avec une micro-conserverie pour vraiment aussi créer du lien humain, que les gens puissent venir faire leurs bocaux sur place avec leur propre production ou ne serait-ce que de l'échange de production, parce qu'on sait tous que quand on produit nous-mêmes, il y a des quantités astronomiques et qu'on ne sait pas quoi en faire. Et avoir un lieu référence pour faire ça, moi ça serait aussi l'idée du lieu, un vrai échange. Puis normalement, tu as du terrain, je crois. Pour faire Un petit peu. 3 fois rien. Il y a tout ce qu'il faut. Oui, en fait, là, tu as démarré avec certains bouts finalement du projet idéal, et puis petit à petit, tu essaies de rajouter. Petit à petit, l'idée c'est que le terrain s'autosuffise, aussi bien économiquement, écologiquement, et que tout le monde s'y retrouve, que les gens puissent venir se nourrir, se loger, se former et découvrir tous les aspects du zéro déchet. Bon, je dis pas que je suis très exemplaire toujours, parce qu'on retourne souvent dans nos travers, mais faut être patient, parce que le zéro déchet, c'est de la patience aussi. C'est de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'ai vécu tant d'années sans. Est-ce que j'en ai besoin du jour au lendemain? Je ne pense pas. C'est tout le paradoxe par rapport à la société. Tout à fait. On peut tout avoir tout de suite, même le dimanche maintenant, au pied de sa porte. Donc tout est fait pour aller de moins en moins vers les autres. Et moi, c'est pas du tout le projet. C'est tout à fait le contraire. Oui, puis du coup, là, ce que j'entends aussi, c'est de se dire que ce projet, à terme, ton objectif, c'est que ça soit pas que toi qui le portes, mais que ça soit co-construit avec des personnes qui sont soit à proximité, soit qui veulent s'engager et souhaitent s'engager activement dans d'autres initiatives que tu n'as pas encore l'occasion de faire toi-même, parce que voilà, tu peux pas être partout. Je peux pas être partout. Au début, je voulais être partout. J'apprends peu à peu à ne pas être partout. Les gens qui me connaissent bien savent que c'est difficile pour moi de demander de l'aide aussi. Donc maintenant, j'arrive à trouver de l'aide auprès des gens, d'accepter cette aide. En fonction de nos personnalités. J'ai toujours tout fait toute seule. C'était aussi ma force, mais c'était aussi ma faiblesse, et ça, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Et maintenant, je le conçois. Et je l'accueille. J'avais mis apprentissage. Voilà déjà un apprentissage qui marche. Et effectivement, quand on est entrepreneur, souvent on est seul. Même quand on a des salariés, on peut se retrouver effectivement isolé par rapport à la prise de décision à plein de choses. Tout à fait. Et c'est accepter effectivement de s'entourer et aussi de se dire tiens, en fait je sens que j'ai des lacunes sur tel ou tel truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut de confiance, ou en tout cas on va instaurer un climat de confiance? C'est ça. Ok, chouette. Et tout à l'heure tu parlais je t'avais posé la question qu'est-ce que le zéro déchet, et que ton lieu finalement c'est un outil entre guillemets, si je peux me permettre, vers finalement ce zéro déchet pour des personnes qui ça leur parle plus ou moins, ou ils n'ont pas encore pratiqué, ou ils ont des peurs. Comment finalement, d'après toi, si tu avais un conseil pour les questions à se poser pour se lancer là-dedans, ou le petit truc qui fait que finalement ça va faciliter les choses, le premier pas on va dire? Ouais, alors le premier pas, moi je l'ai fait au travers de mon enfant, mais ça peut être au travers de l'alimentaire, au travers aussi de la manière de s'habiller, avec plutôt revaloriser les friperies, la revalorisation aussi. Il y a énormément de vêtements, ça c'est un énorme fléau, mais c'est un autre sujet. Mais il y a cette dynamique-là, il y a la façon de se loger, la façon aussi de vivre ensemble, de partager aussi un bien matériel. Je pense ne serait-ce que, par exemple, une tondeuse. On peut très bien mutualiser une tondeuse à plusieurs. On ne va pas tondre tous en même temps. Avoir un petit peu des banques d'objets, de choses pour pouvoir les mutualiser. Et le zéro déchet, ça va dans plein de domaines. Finalement, c'est tout un objectif de vie. Et vaut mieux y aller petit à petit. Parce que y aller tout d'un coup tête baissée, très vite la société de consommation nous rattrape. On n'est jamais parfait, et ça faut vraiment se le dire. Parce que c'est pas seulement bien trier ses poubelles, parce que quand on sait où elles vont, nos poubelles, le mieux c'est d'en créer le moins possible au sein de son foyer. Et je conçois que ce soit compliqué.
C'est une organisation aussi. C'est un apprentissage de tous les jours, de toute la famille aussi, aussi bien des enfants que des personnes âgées, parce que souvent, eux, ils ont été élevés dans une société où ils n'avaient rien au départ et on leur a tout offert. Enfin, tout offert, oui et non, mais l'accessibilité au plastique, à toutes ces nouvelles technologies qui étaient un vrai boom au départ. Qui est vendu comme, on va dire... L'idéal, on le paye maintenant. C'est plus léger que le verre. On le paye maintenant, voilà. Le plastique, c'est aussi un vaste sujet, mais quand on voit que dans un sachet de thé, il y a 300 millions de nanoparticules de plastique. Voilà. Qui se développent dans l'eau chaude. C'est bien, mais le thé, ça se fait avec de l'eau chaude. Donc on mange l'équivalent à peu près d'une carte bleue. Par an. Non. Par jour. Par mois. Par mois. Ça a changé parce qu'avant j'avais une stat, alors c'est peut-être une vieille stat, mais c'était... non, ça a vachement évolué. Ouais. Parce que les bouteilles d'eau, il y a beaucoup de plastique dans l'eau et la marque qui en a le plus, c'est une marque qui est vraiment prédestinée aux enfants. J'intéresse cette marque. Silence. Mais ne serait-ce que le moins de contact plastique, en fait. On se dit c'est inerte, pas du tout. C'est pas du tout inerte. À partir du moment où il y a un contact alimentaire, ça se transmet avec l'eau. Et tout aliment est chargé d'eau et notre corps encore plus. Donc la transmission de nanoparticules se fait tout le temps. Donc c'est une bataille. Hein. Ok. C'est pour ça que dans l'épicerie, tout est en verre. Moi, je mettais vraiment un point d'honneur là-dessus, qu'on a fabriqué nous-mêmes nos distributeurs en bois et en verre. J'ai un souffleur sur verre d'Ardèche qui m'a fait des tubes en verre et mon papa a fait le reste. C'est magnifique, je tiens à le dire. Et puis tout le reste, c'est en bocaux. C'est aussi pour ça que c'est moi qui sers, parce que je suis assez grande pour faire des bêtises toute seule. Et moi, les gens ne cassent pas le matériel. J'ai pas osé intervenir là-dessus tout à l'heure. Ok. Merci beaucoup. Et si tu avais un conseil à partager à quelqu'un qui souhaite entreprendre, puisque tu t'en as parlé un peu en introduction. Alors, qui souhaite entreprendre, par rapport à l'alimentaire, moi je leur conseille vivement d'aller en recyclerie pour les bocaux. Ça sert à rien d'acheter des bocaux neufs, parce que c'est pareil, le verre pour en recréer, il faut de la matière. Les verres recyclés, oui, mais il n'en faut pas que du verre recyclé dans le verre recyclé. D'aller dans les recycleries, il y en a énormément, des bocaux, on en a partout. Moi je vois les gens m'en ramènent à la pelle à l'épicerie, ça me sert énormément pour les gens qui n'ont rien. Et c'est pas forcément se tourner, on va avoir des bocaux magnifiques, parce que finalement, une fois qu'on a l'aliment dedans, c'est l'aliment qui fait que c'est beau, c'est la couleur. Voilà. Et puis, faut venir à l'épicerie, vous verrez, il y a plein de choses. Et du coup, on te retrouve où et comment on me retrouve à Tracilmont, en présentiel. Les mardis et vendredis de 10h à 19h et mercredi et samedi de 10h à 13h. Donc, faut pas avoir peur d'aller au bout de la rue. Donc, ça, c'est à Tracilmont. Et puis après, on me retrouve sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, à du local dans le bocal 60. Voilà. On mettra les liens dans la description de toute façon pour ceux qui suivent en podcast. Et donc, c'est déjà bien pour trouver. Et est-ce que tu as une actu ? J'ai une actu, oui, en ce moment. Alors, un petit peu une actu de début d'année. J'ai choisi de faire aussi découvrir le miel du papa de mes enfants, qui est apiculteur, à ses heures perdues. Et donc, pour ce fait, on offre un pot de miel à toute personne qui vient avec le Flyers, à partir d'un minimum d'achat, jusqu'au 15 mars. Comment on les déniche du coup ? Parce que là, ça va être la quête du Flyers. C'est la quête des Flyers. Alors, la quête des Flyers, on peut en trouver dans les commerces aux alentours de Tracilmont. Je pense à la Pierre qui tourne notamment, à Tourotte aussi, à différents commerces dans Tourotte, parce que j'ai été armée de copains pour m'aider à distribuer tout ça, parce que mes journées sont bien remplies et je les en remercie vivement. Ok. Allez, on va terminer l'émission sur la bouteille à la mer. Est-ce que tu as une recommandation ou quelque chose à partager, comme ça, une source d'inspiration pour toi ? Alors, moi je parle souvent de ma grand-mère parce qu'elle était vraiment pour moi quelqu'un de très important. Et elle me disait toujours, Charline, ne t'inquiète pas de l'avenir, c'est jamais ce que tu crains ni ce que tu espères. C'est toujours plus beau et inattendu et ça a toujours été ça.
Donc je vis avec cette phrase qui me porte et qui me rassure aussi, parce que quand on est seul face à différentes épreuves dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours rose. Beaucoup de larmes sont cool, hein, mine de rien, parce que l'avenir est toujours incertain. Donc voilà, cette petite phrase, ça me porte, ça m'habite chaque jour. Merci beaucoup Charline. Donc on retient effectivement de te retrouver sur les réseaux sociaux du local au bocal, et puis sinon on va directement à ton épicerie, Voilà. près du cimetière. Voilà, vraiment aux côtés du cimetière. Je ne suis pas dérangée par les voisins. C'est ça. D'accord. Et du coup, William, on parlera de quoi la prochaine fois ? Donc la prochaine fois, on va parler des différentes stratégies à avoir pour optimiser son bien. Donc location courte durée, colocation, location meublée, location hybride. Voilà, ce sera le thème à aborder la prochaine fois. Nickel. Et donc, merci à vous deux pour cet échange, la qualité de cette émission. Et on se dit à très bientôt dans l'émission Nos Entrepreneurs sur Happiness Radio. Et puis, on vous recommande de continuer finalement l'écoute sur Happiness. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Tu as envie de devenir ton propre patron ? Besoin de conseils et d'astuces ? Viens à la rencontre de nos entrepreneurs sur Happiness.